podcast Binge Audio. Étant un homme blanc de presque 40 ans qui passe sa vie devant un ordi, derrière un micro ou plongé dans des bouquins, je suis rattrapé par les préoccupations de ma génération, à savoir une certaine fascination pour le savoir-faire manuel. Mon feed de réseaux sociaux est donc saturé de vidéos de gens qui travaillent de leurs mains, qui font de la charpente, de la soudure, de la réparation de vélos ou du pâté. Pour faire du pâté, il faut des ingrédients très simples. Vous pouvez le complexifier avec plein d'ingrédients. Mais à titre personnel, j'aime à croire que les anciens prenaient ce qu'ils avaient sous la main dans leur ferme. Faites l'expérience de votre côté. Interrogez les hommes de votre entourage qui correspondent à peu près à ce stéréotype du CSP+ citadin et je suis certain qu'eux aussi vous confieront avoir dans leur timeline tout un tas de créateurs de contenu qui expliquent doctement comment faire son boudin aux châtaignes ou sa terrine de canard. Ces influenceurs, ils arborent souvent un look commun. Béret, moustache, bretelles ou veste de chasse. Le décor est rustique, l'ambiance très baguette, saucisson, valeur de l'Ovalie. A priori c'est sympa, c'est rassurant, c'est chaleureux. C'est ça les bonnes choses là. On se prend une petite raviole locale, trempée dans le miel local, avec les bons copains. Tu vois là mec, comme des choses simples. Oui, mais quand on gratte un peu la surface, on commence à se dire que ces influenceurs terroirs, comme on les appelle, nous vendent peut-être un peu plus que la promesse d'une bonne bouffe faite maison. L'air de rien, une tranche de pâté de tête à la fois, ils jonglent avec un imaginaire conservateur, quand il n'est pas carrément ultra réac. Est-ce que le terroir ne serait pas le nouveau terrain de jeu de la bataille culturelle de la droite radicale ? C'est ce qu'on va se demander dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Pour essayer d'y voir un peu plus clair dans cet univers fait de bidoches, de pinards et de camaraderie virile, j'ai passé un coup de fil au chercheur en sciences politiques Tristan Boursier. On avait déjà eu l'occasion de s'intéresser avec lui et bien d'autres aux influenceurs d'extrême droite. Là, l'exercice est un peu plus acrobatique, puisque ces influenceurs terroirs, comme on l'a dit, ne sont pas aussi explicitement politiques, voire ils revendiquent leur apolitisme. J'ai donc commencé par lui demander qui se cache derrière ce terme un peu générique d'influenceur terroir. Alors effectivement, c'est un terme qui est générique, les frontières sont poreuses. C'est des influenceurs au sens classique, c'est-à-dire qu'ils cherchent à fidéliser une communauté, mais sous la thématique de la gastronomie, le terroir, l'art de vivre à la française, on pourrait dire de manière très, très générale et très floue. Et contrairement à d'autres domaines de l'influence, ils n'ont pas forcément une popularité si importante que ça. On compte le nombre d'abonnés des chaînes françaises d'influenceurs terroirs autour des 200 000, 300 000 abonnés sur YouTube. Par comparaison, des influenceurs nourriture, on dirait les foodies, peuvent largement dépasser ce chiffre-là. Et pareil, en termes de visibilité, ils dépassent difficilement le million de vues pour les vidéos les plus populaires, toujours sur YouTube, alors que d'autres influenceurs dépassent allègrement ce million sur d'autres vidéos. Et en termes de personnes, c'est surtout des hommes en fait, surtout des hommes qui sont plutôt jeunes, la trentaine, et la plupart sont blancs aussi également. Si on devait les décrire dans leur esthétique, dans ce qu'ils donnent à voir sur les réseaux, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Ils donnent à voir une image d'Épinal, de la France et des territoires, qui se concentrent sur des plats qui, il y a encore quelques années, seraient considérés comme des plats de fête. Il y a des viandes plutôt rares avec des façons de les cuisiner aussi qui sont pas dans le quotidien des Françaises et des Françaises aujourd'hui. Puis considérant le prix de l'augmentation du prix de l'alimentation, c'est des choses que on consomme pas tous les jours en France. Donc c'est plutôt des vidéos qui vont célébrer des formes de festins fantasmés qui viennent d'une image d'Épinal de la France. Ils se réapproprient des symboles assez archétypiques de ce que c'est l'identité française, telle qu'on est perçu aussi en tant que Français, Française à l'étranger. Donc le béret, la marinière, la baguette, le fait d'être de bons vivants, de boire beaucoup de vin, beaucoup d'alcool, d'aimer la ripaille, donc la viande. En fait, c'est une image qui est aussi présente ailleurs que dans le milieu de l'influence. On peut penser à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby en 2023, qui a été mise en scène par Jean Dujardin. Son entrée dans le stade, c'est ça, il est en béret avec un pain sous le bras et en train de faire du vélo avec une marinière.
Donc voilà, ils réactivent des symboles qui sont présents par ailleurs dans notre culture. Tu vois, les Américains, ils nous ont copié là. Ils nous ont piqué les rillettes et maintenant ils appellent ça du pulled pork qu'on envoie partout sur les cartes. Le gueuleton, c'est sans doute celui qui a le plus de visibilité, donc on peut parler d'eux. Donc le gueuleton, en fait, c'est un groupe d'influenceurs. Ils sont plusieurs à animer la chaîne et ils font leur business autour de vidéos dans lesquelles ils font découvrir différentes facettes du terroir culinaire français. Ils vont aussi à l'étranger. Ils ont fait des vidéos, par exemple, au Québec. Leur format ressemble pas mal, emprunte pas mal au code de la télé. Ça fait pas mal penser, par exemple, à Échappée Belle, qui est une émission très populaire. Mais un peu plus sous stéroïdes, je dirais, puisque le rythme est plus rapide et on se concentre vraiment sur des plans qui ressemblent parfois à ce qu'on pourrait qualifier de food porn, donc des gros zooms sur la nourriture, le fait que on doit faire apprécier à la personne qui visualise le côté appétissant de ce qui est montré à l'image. On va moins avoir ce qu'il y a autour, même s'ils en parlent, on va moins avoir par exemple les conditions de production de l'alimentation ou les significations historiques, ou on va moins rechercher aussi des choses qui sont représentatives de ce que consomment réellement les gens dans les régions où ils vont. On va plutôt aller voir le spectaculaire et c'est ça, de la nourriture plus de fête. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne parlent jamais ouvertement de politique. Néanmoins, on peut les comprendre à travers un concept qu'on utilise beaucoup en sciences politiques, qui est le concept de nationalisme banal de Michael Billig. C'est une idée très simple. On a évidemment des symboles nationaux clairement identifiés, comme le drapeau, les discours, les monuments aux morts, etc., etc. Mais on a aussi des rappels beaucoup plus ordinaires de l'appartenance nationale. Et la cuisine ou le terroir peuvent en faire partie. Le fait de mettre en avant certains types de produits plutôt que d'autres, par exemple de mettre en avant l'alcool, la viande, de mettre en avant une certaine facette du terroir, donc plus rural, autour notamment des bâtiments religieux comme les églises, ça donne une image très spécifique et une forme de identité française un peu fantasmée en fait. Ça vient réactiver en fait une image assez assez ancienne de ce que serait ou ce qu'aurait été la France de manière uniforme. En fait, pour comprendre la façon dont le terroir est mobilisé, notamment dans l'espace numérique, je dirais qu'on peut regarder 3 types d'acteurs différents. On a les influenceurs terroirs, mais on a aussi les influenceurs plus ouvertement politiques, orientés à l'extrême droite, qui, eux, vont mobiliser de manière très explicite le terroir comme un levier politique, en, par exemple, faisant des commentaires pendant qu'ils sont en train de consommer de la viande ou d'autres produits, donc des commentaires de type islamophobe, par exemple, en disant je mange du porc, donc c'est toujours ça de moins que les musulmans n'auront pas. Et un troisième type d'acteurs, c'est tout simplement les politiciens, politiciennes professionnels qui, eux aussi, dans l'espace numérique, mobilisent l'imaginaire du terroir, notamment en se mettant en scène au Salon de l'Agriculture. Donc ces 3 types d'acteurs portent un message politique grâce au terroir, mais ils vont le faire de manière complètement différente. Les influenceurs terroirs, eux, vont avoir un discours qui, en apparence, va être complètement dépolitisé. Et c'est en ce sens que leur rôle est important et peut être considéré comme, même s'il est périphérique, stratégique pour les 2 autres acteurs, donc les influenceurs ouvertement politiques et les politiciens, politiciennes professionnels. Moi, quand je m'intéresse à ces influenceurs, je cherche pas à connaître leur intention. Je peux pas la connaître puisque j'ai pas accès à ce qu'il y a dans leur tête. Par contre, je vais regarder les effets que leur contenu produisent. Et quand on regarde par exemple les commentaires sur leur production, on voit une proportion plus élevée de commentaires de nature nationaliste, voire raciste. Donc ça, je trouve ça intéressant à mettre de l'avant. Et ça montre que même si le contenu peut paraître apolitique, certaines personnes sont pas dupes et le reçoivent très clairement comme un message politique, comme un signal de ralliement autour d'une certaine idée de la France, d'une certaine forme de nationalisme. Et c'est quelque chose que des acteurs beaucoup plus puissants ont compris. Pierre-Édouard Stérin finance des médias dont la ligne éditoriale va dans cette direction. Donc le média Néo, par exemple, qui va essayer de mélanger à la fois valorisation d'une certaine forme de terroir et en même temps une sorte de street food urbaine, on pourrait dire. Par exemple, il y a des vidéos sur les glaces, je crois que c'était au Trip, il me semble. Donc voilà, il y a une tentative de séduire aussi les plus jeunes, puisque la thématique du terroir peut être associée à un public plutôt âgé, tandis que l'extrême droite actuelle essaye de viser davantage et de plus en plus les plus jeunes.
Là, on parle de l'espace numérique. Il ne faudrait pas croire que cette OPA de l'extrême droite sur les questions de terroir, elle se circonscrit au monde numérique. Elle a des avatars très concrets. Tu as notamment raconté sur ton blog sur Mediapart une expérience tout à fait symptomatique de ça, cette transformation dans le réel de tout cet imaginaire autour du terroir fantasmé. Oui, je me suis intéressé à l'entreprise Le Canon Français qui organise des banquets un peu partout en France. Pour se la représenter, pour les gens qui nous écoutent, c'est un petit peu l'esprit bal populaire, mais fermé. C'est-à-dire que pour entrer, il faut payer une somme conséquente, 80 €, et vous n'avez pas le choix du menu, et vous êtes obligé de payer pour consommer de l'alcool, même si vous ne buvez pas d'alcool. Et le menu, souvent, a pour plat principal du porc. Et contrairement au bal populaire, on n'a pas toute la communauté associative et locale qui vient prendre part à l'événement. Donc voilà, on est plutôt dans un service, un produit qu'on va vendre à des gens. Et le Canon Français a organisé un de ces bals en janvier dernier dans ma commune natale. Et c'était assez intéressant puisque c'était aussi une période d'élection législative partielle. Et cet événement venait juste avant. Et donc, je me suis intéressé un peu à la réception de l'événement auprès des gens que je connaissais. Et j'ai été frappé de voir que il y avait deux types de réponses. Soit les gens ne savaient pas du tout les liens entre cette entreprise et le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin. Et donc, ils étaient choqués d'avoir participé à l'événement. Tandis que d'autres ne le savaient pas non plus, mais au contraire, ça les a même confortés dans le fait d'y être allés et d'avoir soutenu en fait l'événement. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement cet événement permettait de réunir des publics plutôt variés, hein, des gens activement, ou en tout cas d'obédience d'extrême droite, avec d'autres qui semblaient l'être moins. Et en même temps, il jouait un rôle très concret en période de campagne législative partielle, puisque on a vu le jour même des élus locaux, des notables participer à l'événement. Alors évidemment, ils faisaient pas campagne ouvertement, mais ils étaient visibles et ils pouvaient montrer une certaine allégeance à certaines idées, certaines valeurs que pouvait représenter ce banquet. D'autant que cette législative partielle, elle était symptomatique à plus d'un titre, parce que le candidat, d'ailleurs, qui l'a emporté, c'est Antoine Valentin, qui est un personnage qui fait partie de l'écosystème Pierre-Édouard Stérin, puisqu'il est notamment un des animateurs principaux de son organisme de formation politique qui s'appelle Politicae, et qu'il est, lui, un des fers de lance de donc, l'UDR, donc ce nouveau parti, cette espèce de fauné du RN monté par Éric Ciotti. Donc il y avait des résonances politiques extrêmement concrètes et assez cohérentes finalement avec ce que défendent aussi ces partis-là. Oui, tout à fait. Et moi, ce que je trouve frappant, c'est que les organisateurs doivent rappeler systématiquement que leur événement est apolitique ou apartisan. Le jour de l'événement, au début, ils commencent en faisant un rappel que c'était des événements et non politiques, et dans les médias, ils s'entêtent à le dire. C'est quand même quelque chose d'assez étonnant. Dans les bals populaires, les organisateurs passent pas leur temps à rappeler que le bal est apolitique. C'est bien qu'il y a une signification politique, en tout cas qui est perçue par une partie du public, ça c'est certain. Et on le voit encore plus clairement quand on regarde leur communication sur les médias sociaux, quand on s'intéresse aux commentaires des gens sur leurs publications officielles. Là, on a vraiment un pourcentage extrêmement élevé de propos racistes et sexistes. Donc voilà, les gens sont pas dupes, y compris ceux qui y vont, une partie de ceux qui y vont justement parce que pour eux, ça reflète et ça active des valeurs d'extrême droite. Pour en revenir à nos influenceurs terroirs, alors on l'a dit, hein, évidemment on ne peut pas lire dans leurs pensées, donc on ne saura pas s'ils ont concrètement un agenda politique. Est-ce que tu serais d'accord avec moi pour dire que ce sont un peu des agents d'ambiance de l'extrême droite et de cette espèce de radicalisation de la droite à laquelle on assiste de plus en plus dans le paysage politique français ? J'aime bien le terme agent d'ambiance. Moi, je les comprends à travers l'idée de métapolitique, le fait qu'ils utilisent des leviers culturels, ils reprennent des normes et des traditions, des pratiques qui sont largement ancrées dans notre culture française, pour en faire des véhicules politiques. Donc, en ce sens-là, ils participent d'un contexte plus général de droitisation ou d'extrême droitisation de la politique en France. Et justement, c'est parce qu'ils ont un propos qui est ouvertement non politique qu'il a un impact potentiellement plus fort sur le plan politique parce qu'il va moins heurter, moins brusquer des personnes qui pourraient l'être face à un propos
qui serait beaucoup plus programmatique, beaucoup plus ouvertement déclamatoire dans la direction de l'extrême droite. Ceci étant dit, des connexions peuvent se faire entre ce monde apparemment apolitique des influenceurs terroirs et celui bien plus explicite des influenceurs d'extrême droite. Dans un long article d'Arrêt sur Image, ma consoeur Alizé Vincent rapporte par exemple les saluts amicaux appuyés du vidéaste Papacito, figure bien connue de la fachosphère, au créateur de contenu terroir. Eh ben alors les végétariens, qu'est-ce qui se passe? Eh ben alors, il y a combien d'animaux morts là? Il y a de la grosse saucisse de canard là. Et à côté de la saucisse de canard, il y a quoi? Comme on a trouvé qu'on n'a pas assez tué d'animaux là? Eh ben il y a du gros porc de Bigorre, du jambon de porc noir de Bigorre. Est-ce que c'est pas la vie ça? Il faut noter d'ailleurs que ce même Papacito a eu de gros soucis judiciaires après des vidéos réalisées en compagnie d'un éleveur, lui aussi youtubeur et proche des milieux identitaires. Et il n'est pas le seul parmi les influenceurs d'extrême droite à entretenir ces liens. On peut penser aussi à Baptiste Marchais avec le repas du Seigneur, qui est une série de vidéos dans laquelle il invitait des gens qui présentaient comme ses amis. On avait aussi Jean Lassalle qui était venu lors d'un de ses repas. Et Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard aussi également, dans lequel pendant 2-3 heures, on les voyait manger des repas gargantuesques, car le mot est même faible, des kilos de viande, des litres d'alcool, en fumant des cigares. Donc un repas qui pourrait nourrir sûrement une famille entière pendant une semaine en termes de quantité. Mais voilà, l'alliance, elle est, de leur point de vue, elle est très claire. C'est un jeu un peu de dupes. On a d'un côté des influenceurs qui parlent de terroir et de cuisine sans avoir de propos politiques, et de l'autre, on a des influenceurs ouvertement politiques qui utilisent ces images, qui utilisent ces contenus et qui vont chercher même des acteurs du côté du terroir, du côté de l'agriculture, pour réactiver un symbolisme politique très clair. On voit aussi que derrière donc ce projet politique, parapolitique, métapolitique, enfin voilà, il y a plein de manières de le qualifier. En tout cas, derrière ce projet idéologique autour du terroir, il y a aussi tout un business. Ces gens-là sont aussi là pour vendre pas mal de choses, que ce soit des banquets, des goodies, des formations, que sais-je, etc., etc. Comme le font, on avait eu l'occasion d'en parler en parlant des influenceurs politiques, ouvertement politiques, qui font exactement la même chose. Derrière tout ça, il y a quand même des questions d'argent. Oui, la question économique, elle est indissociable de la question politique quand on veut s'intéresser à ce phénomène. Le format, la façon dont ils vont s'adresser à leur public, la façon dont ils vont le fidéliser, c'est pas quelque chose qui est propre à ces influenceurs-là. C'est quelque chose qu'on observe dans la sphère de l'influence ou des créateurs de contenu au sens large du terme. On a les mêmes mécanismes, par exemple le fait de développer un lien parasocial, donc l'idée d'être sympathique à l'égard de sa communauté, en fait de leur public, on dirait. C'est quelque chose qu'on retrouve par ailleurs et ça permet de créer un engagement qui va ensuite potentiellement générer des revenus qui peuvent aller au-delà de la simple monétisation permise par les réseaux sociaux, notamment en vendant de la marchandise ou en vendant des repas ou en faisant de la publicité pour des restaurants. Une partie d'entre eux ont aussi des espaces physiques bien ancrés dans le dur où ils reçoivent du monde. Donc tout à fait, les deux sont parfaitement imbriqués. Et puis le fait qu'ils aient aussi des annonceurs particuliers ou des collaborations commerciales particulières. Enfin, je pense à ce duo qui s'appelle Les Moustachus en Cavale, qui a fait énormément de vidéos, par exemple, pour la Fédération de la chasse. C'est pas exactement anodin de voir que la Fédération des chasseurs va aller chercher ce type-là de créateurs de contenu. Oui, c'est assez intéressant dans le sponsoring, puisqu'on a à la fois des sponsors plus institutionnels, comme la Fédération de la chasse, et en même temps des sponsorings plus douteux, comme Terre de France ou d'autres entreprises qui sont clairement attachées à la sphère réactionnaire en ligne et qui ont sponsorisé des vidéos d'influenceurs comme Thaïs Escuffon, comme le Raptor, enfin les plus gros habituels. Donc on voit là que une fois de plus, ils ont un rôle de passerelle entre des organisations plus classiques, moins politiquement marquées, et d'autres qui le sont très clairement. Comment est-ce que toi tu perçois la critique qui est généralement adressée à celles et ceux qui, comme nous, là, se posent des questions sur le fond politique de ces démarches autour du terroir? En gros, dès qu'on pointe du doigt le fait que c'est peut-être un peu tendancieux idéologiquement, on nous dit « Ah mais en fait, juste vous aimez pas les gens qui boivent du vin et qui mangent de la viande » et tu as envie de dire bah, « Moi je bois du vin et je mange de la viande, j'en ai rien à foutre ». C'est pas le problème. C'est très dur d'aller... débroussailler, on va dire, le côté idéologique derrière des trucs qui, effectivement, sont assez anodins d'apparence. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'université, ces sujets-là font pas polémique du tout. Quand on les regarde d'un œil sociologique,
il est évident que la nourriture, c'est un marqueur social. Qui va nous donner des indices sur la classe sociale, l'origine culturelle, l'origine religieuse des personnes qui consomment la nourriture. C'est quelque chose d'assez banal de le dire à l'université, mais en fait, je pense que vu que c'est banal et vu que c'est ancré dans notre quotidien, on le voit plus. Et donc, le fait d'attirer l'attention dessus, ça peut susciter des réactions très fortes parce que ça vient toucher le quotidien et le non questionné, l'impensé. Et y compris des choses qui peuvent être très fortes comme les souvenirs d'enfance, hein, la façon dont on est socialisé dans la vie, ça passe aussi par la nourriture. Donc on peut avoir un attachement affectif extrêmement fort avec la nourriture. C'est comme ça que moi j'expliquerais en partie les réactions très fortes qu'on peut entendre quand on cherche à comprendre le rôle social et politique de la nourriture. C'est pas que en France hein, qu'on polémique sur la nourriture. Aux États-Unis, il y avait une polémique autour de 2018, autour du lait et des produits lactés, qui avait été reprise par les suprémacistes blancs, notamment James Alsop, qui est un podcasteur suprémaciste blanc, qui avait justement lancé cette tendance de fierté blanche à travers le fait que les personnes caucasiennes ont une capacité à digérer le lait après la période de sevrage, qui est beaucoup moins répandue, voire quasiment absente en Asie ou dans certaines parties de l'Afrique. Voilà, c'est quelque chose qui est aussi utilisé ailleurs qu'en France et beaucoup plus clairement sous l'angle politique. Merci à Tristan Boursier pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex et réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.